Il nous a dit de venir avec lui, il voulait qu'on le regarde tuer notre mère. Mon neveu était en soins palliatifs, en train de mourir d'un lymphome. J'étais rentré chez moi pour essayer de dormir un peu. Vers 1h du matin, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix tremblait. Elle m'a appris que ma sœur était morte. C'était la mère de mon neveu. Le lendemain matin, contre toute attente, mon neveu est sorti de son coma. Il voulait appeler sa mère. J'ai dû lui dire qu'elle était partie. Il n'a presque rien dit. Il est resté silencieux, les yeux perdus, comme s'il savait déjà. Il est mort 7 jours plus tard. Je suis resté à son chevet jusqu'au bout. Je ne pouvais pas faire autrement. Il n'y avait plus rien à sauver, mais je voulais qu'il ne parte pas seul. Les infirmières entraient parfois, mais elles parlaient à voix basse, comme si le silence lui appartenait déjà. Quand il a rendu son dernier souffle, c'était calme. Tout s'est arrêté d'un coup, sans drame, sans cri. Juste la fin. J'avais environ 9 ans, et mon frère, qui avait 6 ans de plus que moi, avait complètement sombré mentalement. Ce jour-là, j'étais assis sur le canapé, en train de zapper, cherchant quelque chose à regarder, comme un enfant essaie de s'occuper sans déranger personne. Puis, d'un coup, un hurlement inhumain a traversé la maison. Un cri déchirant, impossible à ignorer, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai entrouvert les stores. Dehors, mon frère était là, au milieu de la cour, complètement hors de lui, les bras tendus, tenant un grand couteau de cuisine contre son poignet. Il hurlait qu'il voulait en finir, qu'il ne supportait plus rien, que ça devait s'arrêter maintenant. Il ne parlait à personne, il criait contre le vide. Il semblait ne plus voir le monde autour de lui. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais j'ai compris qu'il allait peut-être mourir sous mes yeux. Et moi, j'étais un enfant, incapable de bouger, incapable de parler, complètement figé devant cette scène que personne n'aurait dû voir, encore moins un enfant de 9 ans. Je n'ai jamais su combien de temps ça avait duré. Peut-être quelques minutes, peut-être une éternité. Finalement, quelqu'un est intervenu, mais l'image était déjà gravée dans ma mémoire. Le plus dur, c'est que mes parents n'ont jamais vraiment compris ce que ça m'a fait. Pour eux, j'étais trop jeune pour être affecté, ou alors je devais juste passer à autre chose. Mais cette scène m'a poursuivi. Et ce n'était qu'une parmi d'autres. Il y a eu d'autres moments, d'autres crises, d'autres instants où je me suis senti seul face à des choses qui me dépassaient. Aujourd'hui encore, même avec l'aide de la thérapie, je sens que quelque chose en moi a été marqué à cet âge-là. Mon frère, malgré lui, a laissé des traces profondes. Et ce n'est pas facile d'expliquer aux autres que certains souvenirs ne s'effacent pas simplement parce qu'on grandit. J'étais un enfant, et personne n'a pris le temps de me demander comment j'allais vraiment. On m'a juste laissé continuer, comme si rien ne s'était passé. Ce n'est rien comparé à ce que d'autres ont pu vivre, mais pour moi, ça a compté. C'était au début du lycée. J'avais une copine à l'époque, ma première vraie relation. Un soir, elle m'a appelé et m'a proposé d'avoir une conversation sexuelle au téléphone. Je n'avais jamais fait ça auparavant, mais je me suis dit, pourquoi pas? Je l'aimais bien, j'étais curieux, un peu nerveux, mais surtout confiant. Je pensais que c'était quelque chose d'intime, entre nous deux. Mais en réalité, elle était à une fête. Et moi, j'étais sur haut-parleur. Elle ne voulait pas partager un moment avec moi. Elle voulait qu'on se moque de moi. Les gens autour écoutaient, riaient, commentaient. Et moi, je parlais sincèrement, croyant à un moment de complicité. Quand j'ai compris ce qui s'était vraiment passé, j'ai mis fin à cette relation immédiatement. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais pu voir les gens qui étaient présents à cette fête de la même manière. Même ceux qui ne m'ont jamais adressé un mot ce soir-là, même ceux qui n'ont peut-être rien dit, leur simple présence m'a suffi à créer une distance. Il y a eu comme une coupure nette, invisible, mais définitive.
Ce que ça a laissé en moi, au fil du temps, c'est surtout une méfiance qui ne m'a jamais vraiment quitté. La blessure n'est pas dans le fait qu'on se soit moqué de moi. Elle est dans le fait qu'on ait trahi un moment de vulnérabilité. Et cette peur de retomber dans un piège semblable est restée. Même aujourd'hui, maintenant que je suis marié, cette vieille cicatrice continue de me suivre. J'aime ma femme, j'ai confiance en elle, mais au fond de moi, il reste toujours cette petite voix qui me rappelle qu'on peut être exposé sans le savoir. Qu'on peut être sincère, et pourtant devenir une blague pour d'autres. J'essaie de ne pas l'écouter, de la faire taire. Mais elle revient, parfois sans prévenir. Trois souvenirs me reviennent sans effort. Trois moments qui, chacun à leur manière, ont laissé une marque que je ressens encore aujourd'hui. J'avais 7 ans quand c'est arrivé. Je suis rentré à la maison comme n'importe quel autre jour. Mais ce jour-là, en poussant la porte, j'ai vu notre chienne allongée sur le sol, immobile. Sa gorge avait été tranchée. C'était un accident, un truc improbable, presque impossible à expliquer, mais elle était là, morte, dans notre salon. Je n'ai pas compris tout de suite ce que je voyais. Le choc a été immédiat, brutal. Je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment compris ce que c'était, la mort. Et c'était dans ma propre maison. 4 ans plus tôt, je roulais tranquillement quand une voiture a quitté la route devant moi. Je me suis arrêté pour aider, sans réfléchir. En m'approchant, j'ai vu que le conducteur avait fait une overdose. Il était inconscient, presque sans pouls. On a dû faire un massage cardiaque en attendant les secours. J'ai gardé son visage en mémoire pendant des semaines, incapable de l'oublier. Ce moment de panique, d'adrénaline, d'incertitude, c'est comme si mon corps s'en souvenait à ma place, même quand j'essayais de passer à autre chose. Et puis, il y a eu l'an dernier. Une amie proche de la famille était là, complètement ivre, incapable de tenir debout. À un moment, elle est tombée. Elle s'est ouvert le visage contre le sol. Il y avait du sang partout, elle avait du mal à respirer, et elle a commencé à s'étouffer avec son propre sang. J'étais là, impuissant, à essayer de l'aider pendant qu'on appelait les secours. Elle a survécu, mais cette nuit-là m'a hanté longtemps. Je revois encore la scène, parfois même sans y penser. Ces 3 moments reviennent souvent, sans prévenir. Parfois dans mes pensées, parfois dans mes rêves. Ils sont liés à une peur profonde, un sentiment de ne jamais vraiment être en sécurité. Même quand tout semble aller bien, une partie de moi reste sur ses gardes, tendue. Je ressens de l'anxiété, du malaise, sans toujours pouvoir dire pourquoi sur le moment. Mais je sais que c'est lié. Ces choses-là s'accrochent. Et même si on avance, elles ne disparaissent jamais vraiment. J'avais 8 ans quand je me suis réveillé d'un coma, après un crash d'avion. Tout était flou. J'étais partiellement paralysé, incapable de parler, et je ne reconnaissais rien. Ni les visages, ni les lieux, ni même mon propre corps. J'avais perdu la mémoire, complètement. Mais comme je ne pouvais pas parler, personne ne savait que je ne me souvenais de rien. Personne ne comprenait que j'étais un enfant perdu dans un monde inconnu, entouré de gens qui semblaient m'aimer, mais que je ne reconnaissais pas. Pendant ce premier mois à l'hôpital, j'ai cru que je rêvais. Je me réveillais chaque matin en espérant que cette sensation étrange allait disparaître, que je finirais par me souvenir, ou simplement que tout ça n'était pas réel. J'observais les gens autour de moi essayer de me réconforter, de me rassurer, de me parler doucement, mais leurs mots glissaient sur moi. Je ne savais pas qui ils étaient. Et je ne savais même pas qui j'étais moi. Quand je suis finalement sorti de l'hôpital, celui que j'avais appris à appeler « papa » m'a fait asseoir. Il avait ce regard que je n'ai jamais oublié. Il m'a expliqué que ma mère était morte dans l'accident. C'était lui qui pilotait l'avion. Il a essayé d'être calme, de trouver les bons mots, mais rien ne pouvait vraiment atténuer le choc. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un rêve. Que je n'étais pas en train d'attendre un réveil. Quelque chose de terrible s'était vraiment produit, et je ne pourrais pas revenir en arrière. Je me suis mis à pleurer sans retenue.
Pas parce que je me souvenais d'elle, mais parce que je savais que je ne me souviendrais jamais. Je n'ai jamais récupéré le moindre souvenir de ma mère. Pas sa voix, pas son rire, pas son visage en mouvement. Juste des photos. Des récits. Des silences. Elle reste pour moi un vide entouré d'émotions que je ne comprends pas entièrement. Et tout a commencé comme ça, dans un lit d'hôpital, dans un monde que je ne connaissais pas, avec une vie qui m'appartenait mais dont je ne gardais aucune trace. Ma mère me faisait me tenir debout devant un miroir. Ce n'était jamais anodin. Elle me forçait à regarder mon reflet pendant qu'elle énumérait, une par une, toutes les choses qu'elle considérait mauvaises chez moi. Mon apparence. Mon attitude. Ma voix. Mon regard. Elle continuait jusqu'à ce que je craque. Jusqu'à ce que je pleure. C'était presque une routine. Elle ne criait pas toujours. Parfois, c'était même calme. Mais c'était justement ce calme-là qui blessait encore plus. Comme si ce qu'elle disait était objectif, indiscutable. Je ne sais pas combien de fois elle l'a fait. Peut-être plus que je ne veux m'en souvenir. Mais ce que je sais, c'est que depuis, j'ai énormément de mal à me regarder dans un miroir. Même aujourd'hui. Même maintenant que je suis adulte. C'est comme si chaque fois que je croise mon reflet, je craignais de réentendre sa voix. Je sais qu'elle n'est pas là. Mais dans ces moments-là, c'est comme si elle l'était encore. C'est devenu un vrai problème au quotidien. Quand j'essaie de me coiffer ou de me maquiller, je me retrouve parfois à détourner les yeux, à me bloquer, comme si mon propre visage me mettait mal à l'aise. Et ce n'est pas une question de vanité ou d'estime de soi superficielle. C'est plus profond que ça. Le miroir est devenu un rappel. Un objet banal pour les autres, mais pour moi, il déclenche un flot de sensations que je ne contrôle pas toujours. Je travaille là-dessus. J'essaie de reprendre possession de cette image. De me la réapproprier. Mais il y a des jours où c'est encore difficile. Parce que ce n'est pas juste un reflet. C'est un endroit où j'ai appris à me voir comme un problème, alors que j'étais juste une enfant. J'avais 19 ans quand je suis tombé dans une relation qui allait me changer profondément. Au début, je ne voyais pas à quel point elle allait devenir toxique. Petit à petit, elle a commencé à prendre le contrôle de ma vie. Elle décidait avec qui j'avais le droit de parler, qui je pouvais fréquenter, et qui devait être coupé de mon quotidien. Chaque amitié devenait suspecte à ses yeux, chaque interaction devait être justifiée. Et moi, à force, j'ai cédé. Je pensais que c'était plus simple de la laisser choisir. Je pensais que c'était normal, ou que c'était ça, aimer quelqu'un. Mais ce n'était pas juste du contrôle. Elle était aussi constamment dans la critique. Elle savait toujours comment me rabaisser. Pas forcément en criant, mais par des remarques blessantes, répétées, qui finissaient par devenir une sorte de vérité. Elle m'a vidé. Mentalement. Émotionnellement. Je suis resté 1 an et 3 mois dans cette relation. Et quand ça s'est enfin terminé, ce n'était pas un soulagement. C'était un silence pesant. Une sorte de vide. Ce que j'ai fait ensuite, c'est me couper du monde. Je ne voulais plus rencontrer personne. Je ne voulais plus prendre le risque. J'ai commencé à éviter les conversations, les sorties, même les messages. Je me suis isolé complètement, volontairement. Pendant 5 ou 6 ans, je me suis enfermé. Plus d'amis. Plus de liens. Juste moi et ce silence qui m'étouffait à force d'être trop présent. Aujourd'hui encore, je ressens les conséquences. Je n'ai plus vraiment d'amis. Je ne sais pas comment me reconnecter. Je ne sais même plus par où commencer. Quand il m'arrive de parler à quelqu'un, parfois je bloque. Je cherche mes mots, je bégaie, je marmonne. Comme si ma voix ne savait plus comment exister normalement. C'est frustrant, humiliant parfois. Et c'est un rappel constant de ce que cette relation m'a volé. Elle ne m'a pas seulement éloigné des autres. Elle m'a fait douter de ma capacité à simplement être avec les autres.
J'avais 18 ans, j'en ai 29 aujourd'hui. À l'époque, j'ai été invité à une fête du Nouvel An par des gens que je considérais comme des amis. Il y avait eu des tensions auparavant, des conflits avec certains de leurs amis proches. Alors, par précaution, j'ai pris le temps de les appeler, de parler avec eux, de m'assurer que tout était réglé. Je voulais simplement passer la soirée à célébrer le Nouvel An, rien de plus. Mais à la toute fin du compte à rebours, au moment où tout le monde criait « Bonne année », j'ai été frappé à l'arrière de la tête, sans prévenir. L'un d'eux m'a assommé d'un coup sec. Je suis tombé au sol, inconscient. Puis 3 d'entre eux ont commencé à me piétiner la tête. Ce n'était plus une bagarre, c'était une attaque. Une exécution silencieuse au milieu de la fête. J'ai eu le crâne fracturé. J'ai dû être transporté par hélicoptère jusqu'à l'hôpital Royal North Shore. On m'a opéré d'urgence pour retirer un hématome cérébral sur le côté gauche de mon cerveau. C'est ce qui m'a sauvé la vie, mais la suite a été un cauchemar. J'ai passé 6 mois cloué au lit. Et pendant ces mois-là, j'ai sombré dans une dépression dont je n'ai jamais vraiment réussi à me relever. Ce n'était pas juste la douleur physique. C'était l'humiliation, la trahison, la violence gratuite venant de ceux à qui j'avais tendu la main. Je leur avais fait confiance. J'avais tout fait pour éviter le conflit. Depuis ce jour-là, la confiance est devenue quelque chose d'impossible pour moi. Je garde mes distances. J'évite de trop m'attacher. Les relations sont devenues difficiles à construire. Dès que quelqu'un semble se rapprocher, une partie de moi se referme. Par réflexe. Par peur. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je ne peux plus, pas comme avant. Ce qu'ils m'ont fait ne s'est pas arrêté ce soir-là. Ça m'a suivi dans les années, dans ma tête, dans mon cœur, et dans la façon dont je regarde les autres. Je suis toujours en train de me battre pour sortir de ce trou. Mais parfois, la chute me semble encore toute proche. Je suis tombé sur ma copine de l'époque alors qu'elle s'apprêtait à avoir un plan à 3. C'était vers minuit. Rien ne laissait présager ce que j'allais découvrir. Je me suis figé, incapable de comprendre ce que je voyais. J'ai tourné les talons, avec cette sensation étrange que quelque chose venait de se briser définitivement en moi. Et comme si ça ne suffisait pas, le lendemain matin, j'ai été agressé. On m'a braqué, puis tiré dessus à bout portant, en plein bassin. J'ai failli mourir ce jour-là. Le genre de blessure qui ne vous laisse pas seulement des cicatrices physiques, mais qui change quelque chose dans votre façon de voir le monde. À partir de là, j'ai commencé à sombrer. J'ai cherché des refuges là où il n'y en avait pas: drogue, alcool, mutilation, tentative de surdose, pensées suicidaires, tout y est passé. Je ne vivais plus. Je survivais. Parfois à peine. Il y avait des jours où je ne savais même pas comment j'avais tenu jusqu'au lendemain. Et même les jours, calmes, étaient hantés par ce qui s'était passé. Toujours en arrière-plan. Parfois au premier plan. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui m'a ouvert les yeux. En flirtant de si près avec la mort, j'ai commencé à comprendre la fragilité de tout ça. À quel point la vie peut basculer en une seconde. Et en comprenant ça, j'ai commencé à voir autrement. Chaque instant est devenu plus réel, plus riche, plus précieux. Le simple fait d'être encore là est devenu un miracle que je n'avais jamais su reconnaître avant. Ça m'a appris à aimer. À vraiment aimer. Pas dans l'attente, ni dans le manque, mais dans la présence. Ça m'a obligé à être un peu plus humain, un peu plus tendre, un peu plus conscient. Pas parfait, pas guéri. Mais vivant. Et chaque jour où je suis encore là est une chance de faire mieux que la veille. J'avais 9 ou 10 ans. C'était un après-midi comme tant d'autres, après l'école. Je suis rentré à la maison, j'ai pris mes cartes Pokémon et je suis descendu vers l'étang, derrière la vieille ferme de ma famille. Il y avait du brouillard ce jour-là, un brouillard épais, presque irréel, qui enveloppait tout. L'eau était calme. On n'entendait rien, à part peut-être les pas dans l'herbe humide. C'est là que je l'ai vu.
Quelqu'un que j'aimais. Il m'a vu approcher. Il m'a regardé, et il a souri. Un sourire paisible, presque doux. Puis, sans un mot, il a levé le fusil et a appuyé sur la détente. Juste là, devant moi. C'était instantané. Sa tête a été emportée. Le temps s'est figé. Je ne me suis pas mis à crier. Je n'ai pas pleuré. Ce que j'ai ressenti, ce n'était pas de la panique. C'était un étrange soulagement. Un calme profond. Je savais qu'il souffrait. Il me l'avait dit, la veille. Il m'avait parlé de ce voyage qu'il attendait depuis longtemps. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Mais au bord de cet étang, j'ai compris. Ce n'était pas une fuite. C'était, pour lui, une délivrance. Je vais avoir 36 ans aujourd'hui. Et quand je repense à ce moment, je revois tout. Le brouillard. Le silence. Son regard. Ce sourire qui n'était pas celui d'un homme en détresse, mais celui de quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec sa décision. Ce souvenir n'est pas un cauchemar. C'est une fracture dans le temps, une marque que rien n'a jamais vraiment effacée. Je n'ai jamais vraiment parlé de cette sensation à personne. Cette impression qu'il était enfin libre. C'est resté avec moi, tout au long de ma vie. Ce n'était pas juste une mort. C'était la fin d'une douleur qu'il ne pouvait plus porter. Et même si c'est difficile à expliquer, je sais qu'il est en paix. Je l'ai senti ce jour-là. Et je le sens encore maintenant. Il y a un peu plus d'un an, on a diagnostiqué la SLA à mon père. J'ai vu la maladie s'emparer de lui rapidement, comme si elle avait attendu dans l'ombre pendant des années, prête à le priver de tout ce qu'il était. Son autonomie. Sa force. Sa voix. Tout ce qui faisait qu'il se tenait droit dans le monde. En moins d'un an, elle avait déjà fait des ravages irréversibles. Il a passé près d'une semaine en soins intensifs. Une semaine à se battre, mais à perdre un peu plus chaque jour. Et puis, en famille, nous avons pris cette décision. La décision que personne ne veut jamais avoir à prendre. Celle de le laisser partir. De cesser les soins. D'éteindre la souffrance. Je l'ai regardé respirer pour la dernière fois. Mon père. Celui que je croyais invincible. Celui qui, quand j'étais enfant, me semblait plus fort que tout. Mon héros. Mon protecteur. Et il est parti. Juste comme ça. Sans cri. Sans geste. Comme une lumière qu'on baisse doucement jusqu'au noir complet. Depuis ce jour, depuis le 17 octobre de cette année, quelque chose en moi reste figé. Je viens d'avoir 22 ans, et je ne cesse de penser que je ne devrais pas vivre ça maintenant. Je ne devrais pas déjà être dans un monde sans lui. Il était présent à chaque étape, à chaque instant marquant de ma vie. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Je me pose cette question tous les jours, est-ce qu'on a pris la bonne décision ? Est-ce qu'il voulait vraiment qu'on le laisse partir ? Est-ce que c'était le bon moment ? Et je sais, au fond, que c'était pour le soulager. Mais ça ne suffit pas à faire taire la douleur. Ni à faire disparaître le doute. Ce vide-là, je sais que je vais le porter toute ma vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte. C'est quelque chose avec quoi on apprend à vivre, même si chaque respiration semble moins complète depuis que la sienne s'est arrêtée. C'est moi qui ai nettoyé après le suicide de mon père. Il s'était tiré une balle avec un fusil de chasse. Ce genre de nettoyage, quand on parle de sang, de morceaux, de ce qui reste après un tel acte, coûte une fortune. On n'avait pas cet argent. Et je ne pouvais pas laisser ma mère faire ça. C'était hors de question. Alors je l'ai fait. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pas ici. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses qu'on voit une fois, et qu'on porte pour toujours. Des images qui s'impriment quelque part derrière les yeux. Et qui, même avec le temps, même avec la distance, ne s'effacent pas vraiment. J'ai eu la chance, plus tard,
d'avoir accès à beaucoup de thérapies liées au trauma. Notamment le MDR. C'est ce qui m'a permis de ne pas revivre cette scène chaque fois qu'un souvenir se déclenche. C'est comme si on apprenait au cerveau à poser l'image ailleurs. À ne plus la laisser surgir sans prévenir. Mais elle reste là. Elle fait partie de moi maintenant. Avant d'arriver là, j'ai passé des années à boire jusqu'à tomber. À me détruire lentement. À vouloir fuir ce que je n'arrivais pas à contenir. Aujourd'hui, je suis sobre depuis presque 5 ans. Et je sais à quel point c'est fragile. Ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est une décision qu'on renouvelle tous les jours. Quand quelqu'un, par curiosité morbide, veut s'approcher d'un accident, regarder de plus près une scène choquante ou cliquer sur une vidéo qu'on qualifierait de non recommandée, je le préviens. Je leur dis que ce point d'interrogation qu'ils ressentent, cette petite barrière qui les retient, c'est leur ami. Parce qu'il y a des choses, dans cette vie, qu'on ne peut pas désapprendre. Des visions qu'on ne peut pas effacer. Ce genre de traumatisme ne vous quitte pas. Il vous transforme. Il vous redéfinit. Pas seulement dans les mauvais moments, mais dans tout ce que vous êtes ensuite. Et surtout dans votre regard sur les autres. On ne sait jamais quand on croise quelqu'un qui est au pire jour de sa vie. Alors soyez doux. Soyez attentifs. Soyez humains. Parce qu'on n'a aucune idée de ce que les autres portent en silence. Quand j'avais 10 ans, mon grand frère a organisé une fête d'anniversaire sur un terrain de paintball en plein air. Ma mère et moi étions venus juste pour regarder, on s'était dit que ce serait amusant d'observer une bande de garçons de 14 ans courir partout et se tirer dessus avec de la peinture. Comme c'était l'été et qu'il faisait très chaud, ils servaient de la glace avant qu'on se rende sur le terrain. En bonne petite fille maladroite de 10 ans, j'ai renversé de la glace sur mon pantalon. Ce n'était pas très grave, j'ai simplement essuyé et j'ai continué à profiter de la fête. Comme je l'ai dit, c'était en extérieur et il fallait traverser une forêt pour atteindre le terrain. Ma mère et moi marchions derrière mon père, mon frère et ses copains quand j'ai commencé à avoir mal aux jambes. C'était comme si quelque chose me pinçait ou me griffait partout. Pendant une trentaine de secondes, je n'ai même pas regardé, pensant que c'était des ronces qui me griffaient pendant qu'on avançait à travers la végétation. Mais après une minute, j'ai enfin eu le bon sens de baisser les yeux. À mon horreur, mes jambes étaient littéralement couvertes de guêpes. J'ai commencé à hurler comme jamais, la douleur s'intensifiait, elle me piquait partout et grimpait sur mes jambes pendant que je sautais en hurlant. Mon père s'est précipité pour voir ce qui se passait. Je pense qu'il n'a pas réfléchi une seconde aux 8 garçons de 14 ans qui se tenaient juste derrière lui, tous en train de me regarder, quand il m'a arraché mon pantalon. Son but, c'était simplement de me débarrasser de ce pantalon parce que c'était la glace renversée dessus qui avait attiré les guêpes. Pour préciser, je n'étais pas une petite fille mince et mignonne, j'étais plutôt corpulente et très consciente de mes grosses cuisses. Il voulait bien faire, mais j'étais absolument mortifié. J'étais là, une gamine de 10 ans pleine de complexes, debout en larmes devant 8 ados, avec mon pantalon baissé et les guêpes toujours en train de me piquer. J'ai remonté mon pantalon, avec les guêpes toujours à l'intérieur, je m'en fichais complètement, j'ai juste pris mes jambes à mon cou. J'ai couru plus vite que jamais dans ma vie, tout le long du demi-mile jusqu'à la voiture. Ma mère m'y a rejointe 5 minutes plus tard, et elle m'a emmené avec mes jambes gonflées jusqu'à Walmart pour acheter une crème contre les piqûres. Ce n'est rien de grave comparé à certaines histoires, mais cette expérience m'a vraiment traumatisé. Aujourd'hui, quand je vois une abeille, même si je sais qu'elle ne peut pas me piquer, je panique complètement. Certaines personnes n'aiment pas les abeilles, moi, j'en suis littéralement terrifié, et tout ça à cause d'une stupide fête de paintball. J'étais encore un tout petit gamin, j'avais environ 6 ans, et mon père a emmené mon frère et moi à une fête où nous n'aurions jamais dû mettre les pieds. Il y avait de la drogue, du sexe, de l'alcool, tout ce qu'il ne faut pas. Moi, j'étais planqué dans le garage, là où se trouvait la nourriture et le chien, parce que, il y avait un chien. Au bout d'un moment, une dispute a éclaté entre un homme et son fils adolescent.
C'était une vraie scène d'engueulade violente, et les deux étaient complètement défoncés. Après quelques minutes, le père a sorti un couteau et s'est mis à poignarder son fils. Je ne saurais même pas dire combien de fois. Après ça, c'est un peu flou à cause du choc, mais bordel, il y avait tellement de sang. Je me souviens d'avoir vu ces empreintes de chaussures sur le béton, trempées dans le sang. C'est, et ce sera toujours, l'une des choses les plus horribles que j'ai jamais vues. Il a poignardé son propre fils. Il avait 16 ans, putain. J'ai foncé avec ma voiture dans un arbre. Ma copine était sur le siège passager, et mon frère, qui est ambulancier, était assis à l'arrière, juste derrière moi. Dès l'impact, ma copine a commencé à se plaindre d'une sensation de poids sur la poitrine, puis elle a perdu connaissance 10 secondes plus tard. Mon frère a immédiatement réagi. Il a rabattu les sièges arrière, à l'époque j'avais un Tao, donc ça faisait à peu près la taille d'un lit de place, l'a tiré vers l'arrière et a commencé à l'examiner avant d'entamer un massage cardiaque. Pendant ce temps-là, j'ai mis la voiture en marche arrière et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. On roulait probablement à 140 km/h en direction de l'hôpital. La voiture fonctionnait encore suffisamment bien pour tenir le choc. Une fois arrivés, les soignants l'ont sorti de la voiture et une infirmière est venue nous examiner. Mon frère avait une commotion cérébrale, et moi, avec l'adrénaline, je ne m'étais même pas rendu compte qu'un morceau d'acier de 15 cm s'était planté à moins de 2 cm de mon rein. Dès que j'ai réalisé ce que j'avais, j'ai perdu connaissance sur le champ. Au final, j'étais bien plus gravement blessé que ma copine, qui s'en est sortie avec une côte cassée et une commotion. Et pour répondre aux questions qu'on me pose toujours, non, je n'étais pas ivre, non, je ne cherchais pas à nous faire du mal, non, je n'étais pas distrait. Il faisait très glissant, une voiture nous a coupé la route, j'ai perdu le contrôle, et on a fini dans un arbre. Je suis tombée enceinte à 16 ans. Ma mère, honteuse, m'a emmenée en ville, on vivait dans un petit village, parce qu'elle ne supportait pas l'idée que les gens puissent parler ou juger. On a eu la confirmation que j'étais bien enceinte, puis on a pris rendez-vous pour une interruption de grossesse. C'était un avortement médicamenteux, j'ai pris le premier comprimé, et le lendemain, on est retourné à l'hôpital pour terminer la procédure. Ma mère m'a simplement déposé devant l'hôpital et est partie faire du shopping pendant que je traversais tout ça toute seule. L'intervention a pris plus de temps que prévu, et ma mère était agacée. Une fois tout terminé, j'étais chamboulé, un peu en larmes. L'infirmière m'a alors dit « Souviens-toi que c'est toi qui t'es mise dans cette situation. » Comme si je devais me sentir coupable d'avoir été enceinte à cet âge-là. Ma mère est revenue me chercher, et c'était évident qu'elle était gênée, qu'elle avait honte de moi. J'avais mal agi, donc je devais avoir honte. Puis le type qui m'avait mise enceinte m'a menacé de mort pour avoir tué son bébé. Ma mère, elle, a juste haussé les épaules en me disant « Tu t'attendais à quoi ?» Personne n'a pris en compte que j'avais 16 ans et que l'homme en question en avait 36. Personne ne s'est soucié du fait que j'avais reçu une menace de mort. J'ai un trouble de l'alimentation, et j'ai dû être hospitalisé plusieurs fois à cause de ça. Mais la première fois reste de loin la plus traumatisante. Il y avait beaucoup de patientes boulimiques, et elles vomissaient très souvent, parfois littéralement partout. Ce qui rendait les choses encore plus difficiles pour moi, c'est que je souffre d'hémétophobie très sévère, une peur intense de vomir ou de voir quelqu'un vomir, ainsi que de m'étouffer. Je me souviens particulièrement d'une fille, parce qu'on m'avait dit qu'elle était sortie quelques mois auparavant, dans un bien meilleur état, avec un poids relativement sûr. Mais quand je l'ai vue revenir, elle était d'une maigreur extrême, au point de paraître au seuil de la mort. Elle vomissait absolument tout ce qu'elle mangeait ou buvait. Si on ne mangeait pas la nourriture solide, on devait boire de l'ensure, un complément nutritionnel. Elle le purgeait aussi, et parfois c'était tellement rapide que ça ressortait tel quel, presque inchangé, si elle n'avait rien d'autre dans l'estomac. En général, si quelqu'un vomissait, ce qui arrivait souvent, même sur le sol,
car les toilettes étaient verrouillées et on n'avait accès à la salle de bain qu'à des heures précises, 1 heure après chaque repas seulement, sauf urgence, et dans ce cas on nous surveillait même quand on allait juste uriner, ils nous enfermaient simplement dans la salle à manger et fermaient la porte. J'étais adolescente, et notre salle à manger était petite, isolée du reste de l'unité. C'était devenu une sorte de routine. Mais cette fois-là, c'était différent. J'avais une séance de thérapie familiale par téléphone avec mon père, qui venait me chercher juste après. Ce genre de thérapie se faisait en dehors des séances de groupe, donc pendant que les autres étaient en groupe, moi j'étais en thérapie individuelle. Ce jour-là, j'avais ce qu'ils appelaient une demi-journée, j'étais en hospitalisation partielle, donc normalement là de 7h à 19h, mais ce jour-là je pouvais partir entre le déjeuner et le dîner. Alors je marchais avec la thérapeute pour sortir, et on a dû traverser la salle à manger. C'est là que je l'ai vue, cette fille, à genoux dans une flaque de son propre vomi, c'était l'ensure à la fraise. Des années ont passé, et je n'ai jamais pu oublier cette image. Quand j'étais en maternelle, j'ai été violemment agressée par un groupe d'adolescentes. Elles m'ont tellement frappé que ma mâchoire a été déboîtée et mon crâne fracturé. Même si mes souvenirs sont flous, je me rappelle que ma tête a été violemment frappée contre le béton, que mon voisin criait aux filles d'arrêter, qu'il appelait la police, et que du sang me coulait sur le visage. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que j'aurais pu faire pour les mettre dans un tel état de rage. Peut-être que je n'ai rien fait. Peut-être qu'elles avaient juste besoin d'exprimer une violence qui, sans l'intervention de mon voisin, aurait pu se terminer en meurtre. Je me demande encore ce qui leur est passé par la tête. Mais malgré tout, je suis heureux de pouvoir dire que je ne vis pas dans la peur des adolescentes. Je travaille même dans un lycée aujourd'hui. Pourtant, je me rends compte que je prends toujours instinctivement la défense des plus faibles, des élèves mis à l'écart, de ceux qu'on ne remarque pas. L'école. Plus de 10 ans de harcèlement, à apprendre que peu importe combien je faisais d'efforts, je ne serais jamais assez bien. À vivre avec une dépression sans même savoir que j'en avais une, à l'époque, c'était encore un sujet tabou, surtout chez les enfants, donc je ne pouvais même pas chercher d'aide. Mais même si j'avais su, il n'y avait tout simplement personne pour m'aider. J'étais seul, comme en zone de guerre, enfermé 5 fois par semaine dans une pièce avec des gens dont je n'avais rien à faire, et qui n'avaient rien à faire de moi. Quant aux profs, ils n'en avaient strictement rien à foutre. Si on échouait, c'était notre problème, pas le leur. La plupart de mes problèmes, qu'ils soient mentaux ou physiques, comme mon dos et ma nuque ruinés à cause des chaises pourries et des sacs trop lourds, trouvent leur origine là-bas. Encore aujourd'hui, j'en fais des cauchemars. Pas les classiques du genre « j'ai oublié mes devoirs » ou « je suis venu sans pantalon ». Non. Juste rêver que je suis à l'école me provoque la même terreur qu'un vrai cauchemar. Quand j'étais enfant, entre 6 et 12 ans, j'ai grandi dans un verger où j'étais autorisé à me promener seul avec ma carabine à plomb. Je ne sortais jamais des 80 hectares du terrain et je savais que les coyotes ne représentaient pas vraiment une menace tant que j'étais armé. Du coup, quand je partais en randonnée avec mon père, il n'avait aucun problème à me laisser partir de mon côté, tant que j'avais une radio avec moi. Un jour, on était en vacances au Mexique, pour rendre visite à des membres de la famille que je ne connaissais même pas. Je ne parlais pas très bien espagnol, à l'école on n'utilisait que l'anglais, et à la maison seul mon père le parlait. Donc je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Pour moi, c'était juste une aventure de gosse dans un monde totalement différent. On est allé explorer des forêts mexicaines, plus précisément celles où mon père avait grandi. À un moment, on s'est lancé un défi. On devait grimper une montagne chacun de notre côté pour voir si je pouvais retrouver une grotte qu'il connaissait et que je n'avais jamais vue. Parce que, tu vois, je suis un super explorateur. Sauf que je me suis perdu. Ça devait être une rando de 30 minutes, et au bout d'une heure j'étais toujours là aéré. J'avais une carte, mais pas de boussole. Je marchais sans but jusqu'à ce que je tombe sur un ruisseau. Bonne nouvelle, la grotte que je cherchais se trouvait justement à la source de ce ruisseau.
Je l'ai remonté pendant une bonne demi-heure, jusqu'à tomber sur une paroi rocheuse. Mais, pas de grotte. J'ai tenté de contacter mon père à la radio, mais aucune réponse. J'ai réessayé plusieurs fois, sans succès. J'entendais de temps à autre des hurlements de coyotes, ce qui ne faisait qu'augmenter ma panique. 1 heure plus tard, la batterie de ma radio était presque vide, et je ne reconnaissais plus rien sur ma carte. Ce ruisseau n'était même pas indiqué. J'ai décidé de rebrousser chemin vers la maison de ma tante en descendant la montagne. Le soleil commençait déjà à se coucher. Je continuais à suivre le ruisseau, devenu plus large, parce que je n'avais plus la moindre idée d'où se trouvait le sentier d'origine. Les hurlements des coyotes devenaient plus fréquents, et je commençais vraiment à réaliser que j'étais seul, complètement paumé, dans un pays où je ne parlais presque pas la langue. Et maintenant il y avait des putains de coyotes. Alors j'ai couru, en pleurant, descendant la montagne aussi vite que je pouvais. Un peu après la tombée de la nuit, ma radio a commencé à capter un signal brouillé. J'ai tenté de répondre, mais sans retour. À ce moment-là, j'avançais lentement, sanglotant tout seul dans le noir. J'ai entendu un autre hurlement, puis vu un buisson bouger. J'ai paniqué et hurlé, convaincu qu'on me suivait. Je me suis mis à courir à nouveau, et j'ai fini par trébucher et tomber dans le ruisseau. Trempé, en pleurs, j'étais allongé là, complètement brisé. Mon père avait tenté de me contacter quand il avait entendu mon cri, mais je n'ai rien su parce que ma radio était tombée dans l'eau pendant ma chute. Il a remonté la montagne pour me chercher et a fini par me retrouver, couvert de boue, effondré. Il s'est avéré que le ruisseau que je suivais n'était pas cartographié, mais qu'il rejoignait celui que je croyais suivre au départ. Ça fait 10 ans maintenant. J'ai 21 ans aujourd'hui et j'aime toujours la randonnée, mais je ne pars jamais sans un kit médical complet, une semaine de nourriture, des fusées de détresse, un GPS, une radio, un sac de couchage d'urgence et des piles de rechange pour mes 4 lampes torchées. Il me faut aussi une arme, sinon je suis en panique dès que je vois un buisson bouger. C'est à cause de cette anxiété que je ne peux pas voyager léger comme les autres randonneurs. Il me faut toujours un compagnon de route, peu importe où je vais, tant qu'il y a plus de 2 arbres. Je peux être à 99% sûr que c'est un oiseau dans cet arbre, mais sans fusil, je suis aussi à 100% sûr que c'est un foutu coyote de mes cauchemars. Quand j'étais enceinte de 25 semaines de mon 3e bébé, une petite fille, mon test NIPT pour les trisomies les plus courantes était revenu avec un faible risque. Mon médecin a donc sauté l'échographie du 1er trimestre, estimant que le NIPT suffisait. Il a dit que tout semblait normal lors de l'échographie morphologique à 20 semaines, sauf qu'il n'avait pas une bonne vue des 4 cavités du cœur. Il m'a reprogrammé une échographie à 24 semaines, qu'il a annulée. Je n'ai donc pas été revu avant 25 semaines de grossesse. À ce rendez-vous, il a dit que le cœur lui paraissait normal, mais qu'il ne voyait pas d'os nasal. Il a ajouté que tout le reste semblait bien, mais qu'il fallait consulter un spécialiste en médecine fœtale pour écarter un trouble chromosomique. J'ai paniqué et j'ai insisté pour être vu immédiatement. J'ai appelé mon mari, qui ne répondait pas parce qu'il était en réunion. Il ne m'avait pas accompagné, pensant comme moi que ce rendez-vous ne serait qu'une formalité. 1 heure plus tard, j'étais en consultation en médecine fœtale pour une nouvelle échographie morphologique. J'étais seul, en larmes, les yeux fermés sur la table, car l'échographie durait trop longtemps et la technicienne prenait énormément de clichés. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mon mari a reçu mon message et a foncé au cabinet. Il est arrivé à la fin de l'examen. Le médecin est entré avec une boîte de mouchoirs et a commencé à énumérer tous les problèmes détectés. Il nous a dit que notre fille souffrait probablement d'un désordre génétique, vu le nombre de malformations. Son visage présentait une fente médiane, ses yeux étaient très écartés de chaque côté de la tête, et elle n'avait pas de nez. Les vaisseaux sanguins autour de son cœur étaient enchevêtrés et rétrécis. Il y avait aussi un kyste dans le 4e ventricule de son cerveau. Je n'arrivais pas à y croire. J'espérais me réveiller de ce cauchemar. J'avais l'impression que c'était la fin de ma vie, que je voulais juste disparaître. Mon mari et moi nous sommes effondrés l'un contre l'autre en pleurant.
Avant même notre premier enfant, nous avions parlé de ce que nous ferions si un problème grave survenait pendant une grossesse. Jamais je n'aurais cru que cette décision deviendrait réelle, surtout aussi tard. Mais nous savions ce qu'il fallait faire. Avant de partir, on m'a fait une prise de sang et une amniosynthèse pour des tests. Les médecins eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Comme j'étais déjà très avancé dans ma grossesse, j'ai pris rendez-vous dans une clinique pour une IVG pendant qu'on attendait les résultats. Plus j'attendais, plus il serait difficile de trouver un endroit pour procéder à l'intervention, et plus cela coûterait cher. Même si les tests s'étaient révélés normaux, nous aurions tout de même interrompu la grossesse à cause de la gravité des malformations. J'ai eu la chance de vivre dans un état qui permet les IVG tardives pour raisons médicales, et d'habiter à une demi-heure d'une des rares cliniques du pays à les pratiquer. J'ai attendu 2 semaines. Je ne sortais que pour les rendez-vous avec la conseillère en génétique. J'ai arrêté de porter des vêtements de maternité, je ne mettais plus que des t-shirts amples et des shorts. Pendant tout ce temps, je sentais ma fille très aimée mais très malade bouger, et mon ventre s'arrondissait encore. C'était tellement cruel, ce qui aurait dû me remplir de joie me brisait. Le jour de l'intervention est arrivé. J'étais enceinte de 27 semaines. La procédure devait durer 3 jours et coûter $8 000 à payer d'avance. J'ai envie de gifler quiconque dit qu'un avortement est la solution facile. On est resté quelques minutes dans la voiture, j'ai mis mes mains sur mon ventre et je lui ai dit que je l'aimais, que j'étais désolé. Désolé qu'elle soit malade, désolé de devoir prendre cette décision, que si je choisissais une autre voie, elle souffrirait, et ma famille aussi. On est passé par l'entrée arrière pour éviter les manifestants. Il y avait environ 10 personnes dans la salle d'attente. Un autre couple, comme nous, en pleurs, très avancés dans leur grossesse. Je pense encore à eux, je me demande comment ils vont. On m'a placé des tiges de dilatation dans le col et injecté un produit dans mon ventre, directement dans ma fille, pour arrêter son cœur. Pendant tout ce temps, je lui disais que je l'aimais, que j'étais désolé. 2 jours plus tard, on m'a provoqué l'accouchement. J'ai mis au monde ma fille comme j'ai mis au monde mes autres enfants. Mais cette fois, pas de pleurs de nouveau-né, juste le silence. Mon mari me tenait la main à droite, une infirmière à gauche. Je me souviens du silence, puis de l'infirmière qui m'a dit « Ma chérie, tu as fait le bon choix. » C'était un ange. Tout le personnel de la clinique l'était. Nous avons décidé de voir notre fille. J'avais peur à cause de son visage. Je n'avais même pas eu le courage de regarder ses échographies, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Le médecin a dit à mon mari qu'il ferait bien de prendre quelques photos, ce qui était inhabituel car les téléphones étaient interdits dans la clinique. Il est allé à la voiture, puis ils ont apporté notre fille dans un petit panier, comme un vrai bébé. Elle était recouverte d'un drap. Dès qu'on l'a soulevée, on a éclaté en sanglots. J'ai eu peur de son apparence, et en même temps, j'étais soulagé d'avoir eu le choix de ne pas la faire vivre dans ce corps. Je m'en veux encore pour ce choc, mais c'était la réalité. On est resté avec elle un moment. Je l'ai embrassée, je lui ai dit combien je l'aimais. Puis on est rentré. Je n'étais plus enceinte, mais cette fois, il n'y avait pas de bébé à l'arrière de la voiture. Elle a été emmenée au funérarium pour être incinérée, et je suis allé chercher ses cendres quelques jours plus tard. Cela fait un peu moins de 3 ans. J'ai maintenant un petit garçon qui va avoir 2 ans le mois prochain, ainsi que mes enfants de 5 et 7 ans. Je porte en permanence un pendentif avec un peu de ses cendres en forme d'aile d'ange, et ses empreintes sont tatouées sur mon mollet. J'ai fini par découvrir ce qu'elle avait. C'est moi qui ai posé le diagnostic après des semaines de recherche, confirmé par un test génétique. Elle souffrait d'une dysostose frontonasale acromélique, un trouble extrêmement rare, avec seulement 22 cas connus dans le monde. L'horreur a laissé place à l'amour. J'aime ma fille perdue autant que mes 3 enfants vivants. Je ne peux pas imaginer ma vie sans son petit frère. Le chagrin est toujours là, mais il fait maintenant partie de moi. Il y a aussi de la colère. Contre l'univers, Dieu, ou peu importe. Contre mon gynécologue, qui a manqué tant de signes. Contre ceux qui me traitent de meurtrière et qui auraient forcé ma fille à vivre une courte vie de souffrance.
contre les politiciens qui voudraient retirer ce droit à d'autres parents. Un jour, je transformerai cette colère en action, mais pour l'instant, la vie est déjà bien remplie. En général, je vais plutôt bien aujourd'hui, mais je déteste toujours sortir en public. Certains déclencheurs sont encore là, et tout ce qui touche à la grossesse me met profondément mal à l'aise. Quand j'avais environ 12 ans, mes parents se disputaient beaucoup et je savais qu'ils finiraient par divorcer, ce qu'ils ont fait quand j'avais 15 ans. J'étais très curieux et fouineur, donc j'écoutais aux portes, je lisais les messages de ma mère, et même son journal intime. J'ai lu et vu des choses horribles à propos de mon père que je ne veux pas croire et que je ne dirai jamais à personne, parce que je ne veux pas que les autres pensent que c'est une mauvaise personne, même moi, je ne veux pas penser ça. Il est très généreux et attentionné, mais il a aussi un tempérament très colérique, et ça me pousse à croire que ce que ma mère a écrit et dit à son sujet est vrai. Mon père, lui aussi, m'a dit beaucoup de mauvaises choses sur ma mère, que je sais être vrai en y repensant aujourd'hui, à des souvenirs que j'avais essayé d'enfouir pendant des années. C'est de ma faute si je sais tout ça, parce que j'ai été trop curieux, mais aucun de mes parents ne sait que je sais bien plus que je ne devrais. Ils disent toujours « tu comprendras quand tu seras plus grand et que tu sauras la vérité », parce qu'ils ne sont toujours pas capables d'être civils l'un envers l'autre, et j'ai presque 19 ans. J'aime mes deux parents, et j'essaie de ne pas trop penser à tout ça parce que ça me donne envie de les détester. Je fais semblant que tout va bien, mais au fond de moi, je leur en veux pour beaucoup de choses, et il me faudra beaucoup de temps pour leur pardonner. J'ai été harcelé par beaucoup de mes camarades pendant toute mon adolescence. Et aussi par mon grand frère. À cette période de l'année, j'ai gâché Noël parce que je ne voulais pas le passer avec lui, j'ai été un salaud sur ce coup-là, j'ai décidé de couper complètement les ponts avec lui, et, par conséquent, j'ai mis ma mère dans une situation difficile. Je n'arrive pas à croire que tous les membres de ma famille disent que c'est juste sa personnalité qui est plus agressive, et non du harcèlement. Je pense que ma mère est égoïste à un point inimaginable, même si je sais qu'elle veut le meilleur pour moi, mais je ne comprends pas pourquoi elle a voulu passer Noël avec quelqu'un qui m'a fait souffrir toute ma vie. J'ai encore des pensées pleines de colère, je me rappelle très clairement ce qu'il m'a fait. C'est compréhensible qu'elle veuille que mon frère et moi soyons comme des frères, mais je ne peux pas. C'est impossible. Personne ne m'a protégé dans ma propre maison. Beaucoup de gens disent que ma chambre est mon monde. Évidemment que c'est mon monde. C'était le seul endroit où j'étais en sécurité. Les jeux vidéo étaient une échappatoire à cette vie horrible. Je voulais juste passer un Noël tranquille avec ma famille, mais mon frère n'aurait pas dû être là. Il a une femme, sa copine. Il savait que je ne le supportais pas, et il a quand même forcé ma mère à passer Noël avec nous. J'ai explosé et tout détruit. J'ai été un con, je le sais. Ce que j'aurais dû faire, c'est partir le matin, les laisser passer un bon Noël, pleurer seul, et espérer que cette journée passe le plus vite possible. Mais j'étais tellement en colère. Pourquoi quelqu'un qui m'a autant maltraité avait le droit de rire à Noël avec toute la famille, pendant que moi je continuais à souffrir à cause de ce salaud? Alors j'ai décidé d'être un putain d'abruti, et j'ai tout gâché. Et ma mère a pleuré. Je déteste sincèrement mes relations familiales à cause de lui, à cause de mes parents qui ne m'ont pas protégé de ce bâtard, et à cause de moi aussi, parce que j'aurais dû m'inscrire à un art martial ou quelque chose comme ça pour apprendre à me défendre. Même si c'était des agressions psychologiques, j'aurais pu les supporter parfois. Mais au moins, il ne m'aurait pas frappé avec un ordinateur portable sur la tête, plaqué au sol, mis le pied sur ma poitrine, frappé avec un flacon de parfum, et bien d'autres choses encore. Je ne pouvais plus supporter ça. J'ai perdu mon père, ma mère souffre de dépression sévère, mais je ne vais plus tolérer cette merde juste pour la rendre heureuse. Je suis fatigué de me brûler moi-même pour réchauffer les autres, même si c'est ma mère. Ça me fait pleurer, ça me donne des crises de colère, et parfois je fige complètement, réaction de sidération. Je pourrais encore écrire beaucoup d'autres choses, mais je suis épuisé. Je déteste cette période de l'année à cause de lui. J'avais 8 ans.
En pleine nuit, mon père nous a réveillés, mon petit frère et moi. Il nous a dit de venir avec lui, il voulait qu'on le regarde tuer notre mère. Il affirmait qu'elle ne nous aimait pas. Qu'elle voulait se débarrasser de nous. Il voulait qu'on voie ça, qu'on comprenne la vérité, selon lui. Heureusement, il n'a jamais réussi à passer cette porte. Par miracle, elle est restée fermée. Ce qui aurait pu être un cauchemar définitif est resté une menace suspendue. Mais ça a suffi. Ce moment-là a suffi à tout briser. Il n'avait pas besoin de commettre l'irréparable pour laisser une marque permanente. Il était un monstre. Un homme violent, manipulateur, cruel. Il nous a démolis de l'intérieur. Il a joué avec nos esprits, avec notre peur, avec notre impuissance d'enfant. Et ce n'était pas juste cette nuit-là. Il y a eu d'autres moments, tous plus tordus les uns que les autres. Je me souviens d'un jour en particulier. Il m'a fait venir dans le salon. Il m'a tendu une pièce de 10 pence. Il m'a dit que si je prenais l'argent, ça voulait dire que j'étais d'accord. Je ne savais même pas pourquoi. Puis il a pris un de mes poissons rouges. Et il l'a jeté dans l'aquarium où nageaient ces piranhas. Juste pour me le prouver. Pour me montrer que je n'avais pas le pouvoir. Que même mes animaux, mes petits repères à moi, n'étaient pas à l'abri de sa cruauté. Il voulait que je sois complice, même sans comprendre. Il voulait que je sois brisé dès le départ. Aujourd'hui encore, je porte ces blessures. Ce genre de choses ne s'efface pas. Ça s'infiltre dans la manière dont on se voit. Dont on fait confiance. Dont on essaie, tant bien que mal, d'avancer sans se laisser étouffer par ce passé-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.